Bienvenue à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Jean-Baptiste Boulic. Donc, je suis l'assistant digital de cette webconférence intitulée donc les 3 étapes indispensables pour digitaliser ses formations. Donc, ce soir, j'ai envie de dire ce soir, on a l'habitude de faire ça le soir d'habitude, mais on est 14h. Et on est en compagnie de Marie-Hélène Dini qui est avec nous, qui nous fait l'honneur de présenter, de répondre surtout aux questions. Vous allez voir qu'on a choisi un format un petit peu particulier, un format de questions-réponses. Donc je vais poser des questions à Marie-Hélène et elle va répondre à une douzaine de questions. Et vous aurez évidemment un moment d'échange avec Marie-Hélène pour poser vos propres questions en fonction des échanges que vous aurez pu voir. Marie-Hélène, comment vas-tu ? Bien, merci. Bonjour à tous. Ravi de vous recevoir cet après-midi sur le webinaire. Je vois que vous êtes déjà 74 personnes, donc je réponds à tous les bonjours que nous recevons au fur et à mesure. Donc, enchantée de vous recevoir. Merci, Marie-Hélène. Alors, je vais simplement redonner, pendant que les gens arrivent, le cadre de la webconférence. Vous rappelez qu'elle va durer 1 heure. D'accord ? Il y a eu des mails où on a parlé de 2 heures, mais je vous confirme bien qu'on va cadrer ça sur 1 heure de temps. Donc vous pourrez à nouveau bien laisser vos commentaires sur le chat. Si vous avez un problème de son à n'importe quel moment, vous pouvez faire actualiser votre barre de recherche, actualiser la fenêtre du navigateur. Ça peut arriver, on peut avoir des écueils techniques, c'est le jeu du digital. Marie-Hélène vous en parlera peut-être. À savoir que l'objectif également de cette webconférence, c'est de comprendre quelles sont vos problématiques en tant qu'organisme de formation. Et pour cela, on vous posera 4 questions durant la webconférence. Des questions QCM, très simples à répondre, mais qui pourront nous donner des idées des problématiques que vous rencontrez, de quelle façon Formité pourrait vous aider aussi à les solutionner à un moment donné. Je vais vous poser une première question pendant que vous vous connectez. Alors, la première question est la suivante. La crise du Covid-19 a-t-elle changé vos pratiques ? Oui, non, sans objet. Vous pouvez normalement le voir s'afficher et vous pouvez y répondre tout simplement et ça nous donnera des statistiques en fonction de si c'est le cas ou pas. Voilà. Pendant que vous répondez au sondage, je vais présenter brièvement Marie-Hélène qui prendra la suite pour compléter. Donc Marie-Hélène Dini, fondatrice de Formité, donc cabinet de conseil pour organismes de formation, donc qui a donc c'est le titre, la baseline de cette activité, c'est booster votre activité, externaliser vos formalités. Mais également, la chance qu'on a, c'est que Marie-Hélène est également donc, directrice d'un organisme de formation, beaucoup de vous le savez déjà, qui a fait un virage à 180 degrés pendant cette crise particulière que nous vivons tous, en digitalisant 100% de ses formations. C'est aussi là la chance et l'opportunité pour vous, de travers cet échange, que de lui poser des questions sur comment elle fait et peut-être vous aider vous également à le faire. Voilà, Marie-Hélène, peut-être je te laisse compléter sur cette présentation. Oui, donc Marie-Hélène Dini, effectivement, moi je suis issue du monde de la formation, puisque ça fait près de 20 ans maintenant que je dirige un organisme de formation. Et j'ai eu l'idée il y a quelques années effectivement de créer Formité suite à un certain nombre de difficultés rencontrées, notamment dans l'obtention d'un titre RNCP. Et en recherchant divers intervenants pour m'aider dans cette problématique, je me suis aperçue que c'était vraiment difficile en fait de trouver des intervenants de qualité. Il y avait beaucoup de consultants qui disaient qu'ils étaient capables d'eux. Mais en fait, je me suis aperçue à mes dépens, je dirais, puisque j'ai eu un certain nombre de refus au départ, que c'était pas toujours le cas, que en fait, voilà, c'était une vraie spécialisation. Donc la première idée de Formité, ça a été effectivement de créer des dossiers de certification RNCP, RSCH. Et puis, on a étendu peu à peu à une externalisation, on va dire, de toutes les formalités qu'un organisme de formation peut avoir. L'idée, c'est de laisser en fait les pédagogues et les formateurs faire leur travail, et donc d'où la baseline, externaliser vos formalités, voilà, pour pouvoir continuer vous à travailler tranquillement.
Et donc là, aujourd'hui, pour moi, c'est l'occasion de revenir au cœur de mon métier, en fait, qui est la formation, et de parler avec vous de toutes les problématiques de digitalisation des formations. Ce qui, donc, c'est cette digitalisation qui a subi une accélération, on va dire, absolument incroyable suite à la crise du coronavirus, mais qui était déjà en fait dans les tuyaux depuis de nombreux mois, pour ne pas dire de nombreuses années, et sans doute là, on va avoir quelque chose de l'ordre d'une accélération. Voilà. Très bien. Donc, je suis ici pour vous parler de ces domaines-là et de vous montrer effectivement comment nous, on a fait chez MHD Formation, les problématiques qu'on a rencontrées. Et puis, comme l'a dit très bien JB, ben, pour moi, ça va être aussi l'occasion de voir avec vous tous qui êtes là, quels sont les besoins, quels sont vos besoins en tant qu'organisme de formation, de façon à proposer, je dirais, une offre adaptée à vos besoins en termes de digitalisation des formations. Donc, ne soyez pas étonnés si vous recevez effectivement un certain nombre de questions. C'est pour nous l'occasion de faire des sondages. D'ailleurs, à ce sujet, premier résultat de sondage, la crise du Covid-19 a-t-elle changé vos pratiques? Oui, à 91%. C'est ce qu'on appelle une adaptation un peu de façon totalement impromptue, n'est-ce pas, dans la plupart des cas, et c'est ce qu'on a fait aussi nous chez MHD. On va vous en parler un peu plus en amont. Donc là, on a choisi en fait de faire non pas un webinaire façon traditionnelle avec le PowerPoint, etc. On a choisi de changer de format et cette fois-ci d'être plutôt sur un question-réponse. Donc il y aura pas de document de synthèse. L'idée, c'est vraiment d'aborder les différentes problématiques, de voir avec vous quels sont vos besoins également. Et voilà, tout simplement. Donc, et sous un format, vous allez voir qu'on a voulu interactif, justement. Très bien. Merci Marie-Hélène. Juste pour répondre à une question technique, le webinaire est censé se finir vers 15h. Je réponds à Sophie, c'est peut-être une question que beaucoup d'autres ont, donc voilà. On en a pour 1 heure ensemble. Alors, on va peut-être attaquer la première question, Marie-Hélène. Je vais donc te demander pourquoi digitaliser les formations finalement? Alors, en dehors de la nécessité qu'on a connue là ces derniers temps, évidemment, suite à la crise du coronavirus qui a fait que concrètement les organismes de formation ont été fermés, comme la plupart des commerces en 2 jours, et qu'il a donc fallu effectivement créer, dans la plupart des cas, ce que moi j'appelle du distanciel, c'est-à-dire en fait de la classe virtuelle. En dehors de ce cas particulier, mais qui a sans doute créé effectivement des précédents chez nos apprenants aussi. Peut-être vous avez observé au cours du temps et de ces 2 mois qu'au départ, ils étaient très réticents, et puis peu à peu, effectivement, ils sont venus à ce type de formation, et puis quand ils y viennent, en général, ça se passe bien. Ils apprécient, finalement, il y a de la résistance au départ, je dirais, et ils s'adaptent bien. Mais et ils trouvent ça pas mal finalement, puis quelque part confortable en termes de focalisation, en termes de ne pas avoir à se déplacer parfois en région parisienne, sur des longs trajets, etc. En dehors de cet aspect-là, c'est pour répondre d'abord à des demandes aussi de nos financeurs, puisque les OPCO, pour la plupart, demandent effectivement à ce qu'on propose de l'AFOAD. Pour une raison assez simple, en fait, qui est un problème de coût, c'est qu'en général, ça revient moins cher, donc ils aiment autant financer des formations en FOAD. Et le troisième, c'est dû aussi à la réforme de la formation professionnelle, puisque, comme vous le savez sans doute, les enveloppes CPF sont réduites actuellement. Il est question qu'ensuite ce soit 500 € par an. Enfin, il en est plus que question d'ailleurs, c'est ce qui a été voté. Et donc nous, on s'est dit chez MHD, on commençait à y réfléchir beaucoup. On a commencé à lancer effectivement une première formation il y a 6 mois sur la création d'activités, tout en e-learning. Pourquoi? Parce que tout simplement, le e-learning, ça revient beaucoup moins cher en prix de vente, et que ça permet effectivement d'aller chercher ces marchés à 500 €, on va dire, par an. Donc voilà pourquoi digitaliser. Et puis aussi parce que ça correspond à la génération suivante, on va dire, qui arrive derrière nous, qui est génération Y et génération Z, qui ont des modes d'apprentissage qui sont différents des nôtres. Moi, je vois, j'ai des enfants qui sont relativement grands maintenant, mais qui, quand ils ont manqué un cours, par exemple, vont regarder sur Internet et cherchent tout simplement un tuto, quelque chose sur YouTube ou autre pour récupérer leur cours. Enfin, ils vont plus demander à leurs camarades. Donc, c'est une façon d'apprendre, et ils apprennent, je le remarque, beaucoup en asynchrone. Voilà. Très bien, merci Marie-Hélène.
Alors, je note sur le chat en même temps, je fais un œil, mais il y a des personnes qui ont des difficultés techniques. Actualisez votre page si vous ne réussissez pas à entendre ou s'il y a un problème de son. Ou redémarrez le navigateur. Voilà, merci Marie-Hélène pour cette première réponse. Alors, deuxième question, quelle est la première étape pour digitaliser ces formations ou quelles sont les étapes justement à suivre, les fameuses 3 étapes? Alors, nous, on a identifié 3 étapes. C'est vrai que souvent, la première question qu'on se pose, excusez-moi, j'ai un petit peu de bruit autour de moi, je vais faire en sorte de... Ce sont les aléas du confinement. Oui, les aléas du... Veuillez nous excuser pour ça. Ça va être réglé très rapidement. Est-ce que vous avez réussi à... Excusez-moi. Ah, c'est bon, Marie nous rejoint. Alors, dans les étapes, c'est vrai que la première question qu'on se pose souvent, en fait, quand on veut digitaliser, c'est mais quel logiciel et quelle plateforme? Moi, il m'a semblé important aujourd'hui de témoigner et de dire que, en fait, ça, c'est la toute dernière étape. Et que vous en êtes sans doute aperçu quand vous avez passé certaines de vos formations en classe virtuelle. Déjà, il faut revoir le plan pédagogique. Alors, c'est vrai quand on passe en classe virtuelle, c'est encore plus vrai quand on veut faire ce qu'on appelle du e-learning ou du blended learning. Donc, la première étape, c'est sans doute de revoir complètement le ruban pédagogique ou le plan d'animation. Ça dépend de comment on l'appelle. Mais ça, c'est vraiment important et ça peut pas se faire n'importe quoi. Comment? Il faut tenir compte d'un certain nombre de contraintes. La deuxième étape, si vous choisissez de faire du blended learning ou du e-learning, c'est simplement de créer vos modules. Et je sais si ça représente pas mal de travail, hein, puisqu'on parle de plusieurs heures de travail pour 1 heure d'animation en salle ou 1 heure d'exercice. Donc voilà, si vous voulez mettre un module de 2 jours, soit 14 heures, ça va représenter des dizaines d'heures de travail. Et puis la dernière étape, bien entendu, c'est de déployer effectivement ces modules, cette fois-ci sous forme de sessions de formation, dans ce qu'on va appeler un LMS, donc une plateforme e-learning. Très bien. Alors, peut-on transposer directement, sans adaptation, une formation en présentiel? Non, certainement pas. Donc c'est un peu ce que je disais là il y a quelques minutes, mais je peux le redétailler effectivement. On ne peut pas faire ça parce que ça va créer de l'ennui chez l'apprenant. Nous, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on fait ce genre d'adaptation. Et la première fois, effectivement, on a commis l'erreur de simplement se filmer pendant des séquences d'animation pour se rendre compte qu'en fait, c'était très, très ennuyeux. Il faut que les séquences soient courtes. Il faut qu'elles soient animées de façon différente et donc on ne peut pas transposer telle qu'elle est. Et d'où la révision du ruban pédagogique que j'évoquais en fait tout à l'heure. Très bien. Alors, comment se concevoir justement ces modules? Alors, justement, une fois qu'on a fait les modules, une fois qu'on a fait le ruban pédagogique, en fait, ça fonctionne ensuite comme une formation classique. Quand on prépare une formation en salle, on détermine un certain nombre de séquences d'animation et de formation. Là, c'est pareil, le ruban pédagogique a donc déterminé des séquences qui sont beaucoup plus courtes en fait, et qui vont effectivement être mises en ligne les unes derrière les autres et qu'on va appeler des modules de formation. Et donc la question, JB, c'était comment les concevoir? C'est ça, comment les concevoir? Alors, les concevoir de façon courte, avec systématiquement une vérification des connaissances en fait à l'issue du module. Et souvent un effet cliquet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer au module suivant tant qu'on n'a pas compris, en fait, en tout cas tant que l'apprenant n'a pas démontré qu'il a acquis les connaissances de ce module-là. Donc, du coup, oui, alors je vois une question d'Anne au passage qui dit quelques astuces. Oui, les astuces, c'est de faire plus court, c'est de bien vérifier les connaissances avant de passer au module suivant. Et puis, il y a un aspect motivationnel dont on parlera d'ailleurs un peu plus tard, parce qu'il faut que ce soit ludique, il faut que l'apprenant soit motivé, enfin, il faut que ça bouge et que ça booste.
pour pas que ce soit la punition. L'exemple que j'ai en tête là actuellement, c'est j'avais suivi une présentation sur des personnes qui avaient digitalisé les formations pour la Fnac Darty et qui disaient que avant leur intervention, en fait, aller suivre un tuto sur un élément, ça peut être le dernier lave-vaisselle ou lave-linge ou autre, c'était la punition pour le vendeur. D'abord, ça se faisait au fond de la boutique, dans l'arrière-boutique, et en plus, il était 1 heure tout seul devant son ordinateur à regarder un e-learning qui avait été, un module e-learning qui avait été fabriqué, et il vivait ça comme une vraie punition. Et en fait, ils expliquaient vraiment comment ils avaient fait du module très court, du jeu, pour voir celui qui avait le mieux compris comment fonctionnait le dernier lave-vaisselle et les dernières caractéristiques techniques. Donc un QCM accompagné effectivement d'une récompense, et combien effectivement ils l'avaient mis en plus sur des téléphones portables. Donc c'était plus au fond du magasin, mais sur le téléphone portable. Et là, à quel point ça avait suscité de l'engouement en fait chez les apprenants. Donc, le secret, c'est cours, vérification régulière et motivation. Il y a une question évidemment sur la vidéo. On imagine une digitalisation en vidéo. Alors, de quoi a-t-on besoin pour produire justement de la vidéo? Alors, c'est devenu assez simple en fait. D'ailleurs, vous le voyez, là, on travaille avec les moyens du bord. C'est vrai que les artistes un petit peu de tous bords nous ont habitués maintenant à travailler avec ce qu'ils avaient avec eux au moment du confinement. Donc, ils sont pas en studio, ils sont pas, voilà. Voilà, je dirais qu'un ordinateur avec une bonne caméra, même à la rigueur un bon téléphone, avec surtout un micro, parce que ça c'est souvent effectivement le son qui pose problème. JB d'ailleurs, tu es plus spécialisé que moi dans ce qu'il faut pour tourner une vidéo, mais enfin une vidéo d'une qualité correcte, on va dire, nécessite maintenant assez peu de matériel. Par contre, voilà, sur ces modules, c'est vrai que dès qu'on dit module, on pense vidéo. Donc on pense gros moyens, on pense gros travail, ou alors on pense même serious game. Alors là, on est parti sur une ingénierie et sur de la technique très lourde. Moi, j'aimerais bien insister auprès de vous et vous dire que peut-être c'est pas toujours nécessaire. Et puis en plus, il faut varier les rythmes. C'est pas toujours nécessaire parce que vous avez des choses beaucoup plus simples, comme tout simplement faire dérouler un PowerPoint, éventuellement avec une voix off, des choses comme Prezi par exemple, qui fonctionne très bien, qui permet effectivement, c'est interactif, on voit des éléments bouger, on voit, il y a une voix en off, souvent votre voix en off. Bon, ça peut être largement suffisant. Ce qui est bien aussi, c'est d'alterner. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites plusieurs modules à la suite en vidéo avec des vidéos longues, ça va devenir très vite lassant. Si vous faites une vidéo de 3 minutes suivie d'un PowerPoint qui défile, etc., là, vous allez alterner les rythmes. En fait, ça fonctionne comme en salle. En salle, en général, on veille sur une journée à ne pas animer exactement toujours de la même façon. Toutes les séquences, on alterne les méthodes pédagogiques. Et bien là, c'est la même chose. Donc, pas toujours de la vidéo, pas toujours du serious game. Et puis surtout, je voudrais... En fait, pour moi, l'essentiel du travail, il est beaucoup sur le ruban pédagogique et la conception pédagogique des modules. Et c'est une erreur, à mon avis, de ne regarder que la partie conception, vidéo, serious game, et d'investir beaucoup là-dessus. L'investissement, pour moi, il devrait être plutôt sur l'autre partie, quitte à faire des choses avec un peu moins de moyens sur le reste. Parce que si on est out, entre guillemets, si on s'est trompé en fait sur le ruban pédagogique, si on a des séquences trop longues, etc., même avec les meilleures vidéos du monde, ça va rester ennuyeux. Et ce qu'on vise avant tout, c'est d'abord que l'apprenant ne décroche pas, et ensuite qu'il apprenne surtout. Donc si on veut qu'il apprenne, il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait une pédagogie complètement adaptée. C'est là-dessus qu'il faut investir, à mon avis, bien plus que ensuite sur les aspects techniques des modules. Très bien. Alors, je vais vous proposer un petit sondage, une deuxième question. Alors, la question est la suivante. Est-ce que vous avez les ressources internes pour élaborer un ruban pédagogique, créer des contenus et la vidéo? Donc, je vais publier le sondage dans le chat et on va peut-être répondre à quelques questions pendant que les gens répondent. Oui, bien sûr.
Alors ici, donc, je vais reprendre. Alors, vous avez dit... Ah oui, vous avez dit moins de formation moins cher, moins de formation moins cher, mais au vu du temps de travail, de préparation, peut-on les proposer à des tarifs moindres? C'est une bonne question, effectivement, mais après, ça revient à un investissement, en fait, hein. C'est-à-dire que ça dépend du nombre d'apprenants que vous allez avoir. Évidemment, si derrière vous avez 10 apprenants, le coût risque bien d'être élevé, voire plus élevé qu'en salle d'ailleurs. Et après, si vous arrivez à le vendre 100 fois, 1000 fois, voilà, là, effectivement, c'est découpé par autant de personnes qui vont le voir. Donc pour moi, il faut vraiment voir effectivement le passage en e-learning comme un investissement sur la Très durée. bien. Le retour sur investissement, il est certainement pas dans le mois qui suit. Il y a une question de Denise sur les formations sur le terrain sont-elles digitalisables? Alors ça, ça va dépendre vraiment de ce qu'il faut comme matériel, en fait. Je regardais l'autre jour une séquence sur, je crois que c'était sur les CAP cuisine et autres, alors évidemment. Là, ça peut être plus compliqué parce qu'il faut que la personne, elle ait, imaginons, tout ce qui est travail sur le bâtiment ou des choses comme ça. Et il faut que la personne qui est chez elle, elle ait le matériel. Donc là, ça va vraiment devenir compliqué. Donc voilà, du coup, ça nécessite vraiment, je dirais, un apprentissage par le fait de toucher les objets, de les manipuler, d'apprendre quelque chose. Là, ça risque effectivement de devenir plus compliqué. Sinon, pour le reste, il y a beaucoup, beaucoup de choses. En fait, nous, on travaille beaucoup chez MHD, effectivement, dans tout ce qui est développement personnel. Je vais te passer des questions aussi sur le développement personnel. On n'imaginait pas faire des formations en PNL ou en hypnose il y a 2 mois, à distance. On l'a fait en classe virtuelle et ça fonctionne très bien. Donc ça nous pousse aussi nous-mêmes à aller au-delà de nos croyances, en fait, hein, parce que c'était ça où on fermait le stage. Donc on a imaginé des solutions, imaginé des façons de faire et ça s'est très bien passé. Donc voilà, à mon avis, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations qui sont transposables. Ça nécessite un peu d'ingéniosité, un peu de travail de réflexion, de reconcevoir les choses, et puis ça fonctionne. Ok. Alors, on va faire un point sur le sondage. Donc là, on a donc 25. Donc la question, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'a pas compris la question. Donc la question s'adresse donc aux organismes et dirigeants d'organismes de formation, savoir est-ce que vous avez les ressources internes pour élaborer un ruban pédagogique, donc passer d'une formation présentielle à digitale en reconstruisant le ruban pédagogique pour créer les contenus en interne ou créer de la vidéo en interne. C'est la question. J'espère que c'est assez clair. En tout cas, les réponses, on a 28% qui disent pouvoir le faire, le ruban pédagogique en interne, 65%, donc une grande majorité pour créer les contenus, et une petite minorité pour la vidéo qui semble manquer. Voilà. Alors, c'est vrai que on vous a posé la question parce que ça nécessite quand même vraiment un savoir-faire, hein, le rythme d'apprentissage n'étant pas le même. La conception, par exemple, du ruban pédagogique, c'est particulier. Moi, j'ai même dû aller me former il y a environ 1 an sur ces modalités-là, parce que c'est pas du tout ce qu'on retrouve d'habitude en salle. Et du coup, voilà, c'était la raison pour laquelle on vous posait la question. Donc voilà, j'ai vu Marie-Ange qui disait aussi le mirage du tout digital. Non, certainement pas. Et est-ce qu'on doit être en face de son écran ou pas? Ben voilà, moi je distingue donc 2 formes de mise à distance, celle qu'on a pour beaucoup connue, qui est effectivement le passage en classe virtuelle. On a pu voir aussi qu'il fallait changer les rythmes, faire des pauses plus fréquentes, alterner encore plus la mise en situation et ce qu'on appelle le descendant. Donc bon, bah là, évidemment, quand on est dans du distanciel, moi j'appelle ça faire du distanciel, hein, cette classe virtuelle. Là, effectivement, on est tout le temps en face, ou alors après, très souvent, ce qu'on préconise, c'est ce qu'on appelle du blended learning, hein, c'est-à-dire des modules de formation que l'apprenant suit, qu'on ouvre un par un,
qu'il suit, il regarde, il fait les exercices. Et puis après, un enseignant qui est là régulièrement, ça peut être une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, par visioconférence, par téléconférence ou autre, et qui répond aux questions des apprenants. Et puis aussi, il faut bien le dire, c'est la raison affichée, c'est répondre aux questions des apprenants. La raison en dessous, c'est vraiment aussi relancer la motivation, continuer à avoir un lien avec eux, vérifier si personne n'a décroché. Voilà, donc on reste quand même dans une partie en face à face. Une dernière question peut-être avant de reprendre le fil de nos questions, Marie-Hélène. Daniel qui demande, dans un cursus d'une formation d'un titre certifié RNCP, a-t-on le droit de mettre tous les modules normalement faits en présentiel en ligne? Et qu'en est-il pour le financement? Oui, bizarrement, en tout cas, le RNCP ne demande pas les modalités de formation et ne demande pas le nombre d'heures de présentiel ou de FOAD, de formation à distance. Donc, on est assez libre sur la formation, donc on peut très bien effectivement imaginer qu'on fasse la formation à distance. Le RNCP, lui, s'intéresse surtout à la question suivante qui est: est-ce que les compétences sont là à la fin de la formation? Très bien. C'est un peu le débat du jour aussi, finalement. C'est-à-dire, la question pour moi, pour nous formateurs, c'est toujours la même. Est-ce que la personne a les compétences à la fin de la formation? Qu'elle soit formée en présentiel ou à distance, c'est ce qui doit être notre guide, en fait. Et là, je peux témoigner de quelque chose, puisque c'était vraiment pas évident il y a 13 ans quand on a décidé de passer. Alors nous, on propose des formations coaching, soit en présentiel, soit à distance, ça dépend un peu de ce que la personne souhaite. Et ça a été une vraie question et un vrai débat dans l'équipe de formateurs chez MHD, de se demander si on pouvait former un coach à distance, d'autant plus dans un métier où normalement on est justement dans l'interaction, dans l'humain, dans le relationnel. Et en fait, pour pouvoir en avoir le cœur net, moi j'ai proposé des jurys en blind test, c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, les jurys évaluent des apprenants, mais ils ne savent pas s'ils ont été formés sur un cursus présentiel ou sur un cursus à distance. Et en fait, les résultats sont assez étonnants parce que souvent, les meilleurs résultats sont ceux des personnes qui ont été formées à distance. Alors il y a sans doute une raison derrière, parce que c'est sans doute que ceux-là sont obligés de faire plus d'efforts pour pouvoir continuer à suivre la formation, et qu'il y a beaucoup aussi on en parlera un peu plus tard, mais de logique collaborative qui se met en place dans un groupe à distance, et que cette logique collaborative d'apprentissage, c'est-à-dire en fait des personnes qui se mettent ensemble pour apprendre, pour répondre à des questions, etc., elle entraîne les personnes à en faire peut-être encore plus que s'ils étaient, entre guillemets, plus passifs en salle. Voilà. Alors, on va reprendre le fil des questions. La question suivante, Marie-Hélène, serait donc: qui doit porter le projet dans un organisme de formation? Une seule personne, une équipe? Quand j'en dis projet, c'est le projet de digitalisation, bien entendu. Est-ce que dois-je me faire accompagner par une ressource extérieure? Oui, alors c'est une vraie question parce que digitaliser des formations, ça touche pas mal de secteurs d'une entreprise, d'un organisme de formation. Bien sûr, ça touche tout le secteur de la pédagogie. Ça peut toucher aussi tout le secteur de la vente et de l'administratif, parce que du coup, ce sont aussi des modules qu'on peut envisager de vendre à distance. D'où la création d'un nouveau site internet, ou alors au moins l'ajout d'un panier de paiement par carte bancaire, de factures qui viennent du site internet, etc. Donc voilà, digitaliser, c'est pas juste digitaliser nos modules de formation, c'est aussi faire passer son entreprise quelque part dans la nouvelle ère. Donc ça touche la pédagogie, mais ça touche le commercial, ça touche l'administratif, et du coup, effectivement, il faut quelque part je dirais un chef d'orchestre dans tout ça. Alors quand ça n'est pas le dirigeant, on va souvent retrouver le responsable pédagogique qui va s'occuper de faire ces différentes opérations.
qui sont, je le rappelle, changer le ruban pédagogique, ensuite créer les modules et ensuite mettre sur la plateforme. Et c'est souvent là qu'on a besoin d'être accompagné, particulièrement quand on n'a pas une énorme structure. Enfin, moi, je suis considérée comme un organisme de formation déjà d'une certaine taille, puisqu'on fait 2,5 millions environ d'euros de chiffre d'affaires et que j'ai une dizaine de salariés, mais je n'avais pas la ressource en interne pour faire ce genre de choses. Bon, le chef de projet, c'est souvent moi ou mon responsable pédagogique, mais derrière, j'ai été obligée d'aller faire appel à des compétences externes sur les rubans pédagogiques, sur la création des modules aussi. Bon, nous, il faut dire qu'on a un catalogue qui est relativement large avec une trentaine de formations et que même si on a la compétence en interne pour faire les modules, vous imaginez le nombre d'heures à y passer. Et là, ça veut dire que ou mes formateurs sont en train de faire les modules e-learning, ou ils sont en salle, mais les deux, c'est pas possible. Ou alors on aurait terminé dans 10 ans, et donc là j'ai été obligée de faire appel à des ressources externes. Très bien. Question suivante. Alors, est-ce que la formation à distance est applicable à tout type de public? Quels sont les impacts du digital sur le processus d'apprentissage? Alors, c'est adaptable à presque tous les types de publics. On a évoqué tout à l'heure des travaux pratiques très contraignants en termes de matériel qui effectivement rendent la distance difficile. On peut avoir aussi des publics, notamment, on va parler de formation par exemple ou d'alphabétisation, avec des personnes qui ont déjà quand même un certain âge, qui ne sont pas forcément très au point sur la technique. Et du coup, voilà, ça peut être une vraie difficulté que de les amener devant un écran ou devant un téléphone portable pour pouvoir suivre leur module. Ça, c'est un exemple que je tire d'une collègue qui, elle, travaille dans l'insertion et qui me disait que pour pouvoir expliquer aux parents comment utiliser les modules, etc., il a fallu qu'elle passe par leurs enfants, qu'elle leur explique comment ça fonctionnait pour que les enfants fassent avec les parents donc la formation à distance. Donc voilà, donc il y a effectivement quelques publics sur lesquels ça peut être parfois plus compliqué d'amener de la digitalisation pour des questions de matériel, ça peut être des questions de culture aussi. Évidemment, plus on entre dans l'âge, si on fait une formation pour les seniors, c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Encore que les seniors, voilà, commencent à aussi être nés au moment de l'informatique et commencent à bien se débrouiller aussi. Voilà. Un peu pour répondre à cette question. Je crois qu'il y avait une deuxième question, JB. Dans la question. Public, est-ce que ça change le rythme d'apprentissage, c'est ça? Quels sont les impacts du digital sur le processus d'apprentissage? Oui, alors je pense que comme dans toute chose, en fait, j'aime bien insister là-dessus parce que c'est un peu ce que nous apprend aussi la crise de coronavirus. Il y a du plus et il y a du moins. Donc on perd des choses. On perd beaucoup de contact social, évidemment, dans la formation à distance. Les stagiaires, eux, ce qu'ils déplorent le plus, très honnêtement, parce que là maintenant on a fait nous des centaines d'heures de classes virtuelles sur des thématiques différentes, là en 2 mois. Ce qu'ils perdent le plus, eux, ce qu'ils disent bizarrement, c'est les pauses. C'est-à-dire la possibilité de parler à la pause, d'avoir un moment vraiment de convivialité. On a même été jusqu'à du coup leur proposer des pauses en sous-groupe où ils pouvaient prendre le thé tous ensemble, voilà, pour pouvoir retrouver ce moment de convivialité sans que le formateur soit là. Donc ça, c'est effectivement, il y a du moins et il y a du plus dans la formation à distance. Dans le plus que nous ont remonté les stagiaires, c'est la possibilité donc d'être beaucoup plus focus sur la formation. Eux, ils disent que finalement, comme il y a moins de bruit qu'en salle, comme ils sont moins fatigués par les trajets, comme etc., mais finalement, ils sont plus concentrés sur ce qu'on est en train de leur apprendre et ils ont trouvé que une journée de 7 heures dans une classe virtuelle, par exemple, c'était plus pour eux en termes d'apprentissage qu'une journée donc en salle où il y a plus de perturbations. Même moi, en tant que formateur, par exemple, quand je ramène tout le monde après la pause, c'est immédiat. Je passe pas mon temps à aller chercher à la cafétéria, etc., dire à tout le monde venez, ce qui me prend en général 5 bonnes minutes. Là, je clôture mes sous-salles, les gens sont là immédiatement, voilà. Donc il y a beaucoup moins de temps mort. Et eux disent qu'effectivement, en raison d'une fatigue qui est moindre, ils sont beaucoup plus focalisés, ils ont le sentiment d'apprendre beaucoup mieux. Voilà. Pour les plus et les moins. Okay. Une question donc peut-être qui va être
peut-être redondante, mais qui est intéressante d'approfondir, c'est comment garder l'appétence du stagiaire, justement. Alors ça, c'est un vaste sujet qui nous amène à rechercher j'appelle ça des vieilles lunes, hein, parce que ce sont des choses qui ont plusieurs dizaines d'années, en fait, sur la motivation de l'apprenant, et à ressortir effectivement nos basiques, alternance des rythmes. J'ai cité tout à l'heure la compétition, alors pourquoi pas faire des petits concours, par exemple. Je vois, nous, on l'a fait sur un autre sujet récemment, mais sur un groupe Facebook, en fait, on a mis en place un concours. C'est impressionnant comme la notion de concours, en fait, de challenge, hein, quelque part, amène les personnes à se dépasser, à se surpasser. L'exemple que j'aime bien à ce sujet-là, par exemple, c'est moi, je suis savoyarde. Et mes enfants, ils étaient prêts à tout, je crois, à peu près à n'importe quoi pour obtenir les petits, une étoile, 2 étoiles, ourson, etc. Juste pour d'ailleurs l'avoir sur l'anorak et l'avoir perdu 15 jours plus tard. Mais on est très sensible, en fait, en tant qu'être humain à ça. Donc la récompense, elle peut être 3 fois rien, hein, d'ailleurs, peu importe. Mais l'idée de mettre en place du challenge, de mettre en place des podiums. Alors moi, ça me fait penser, à chaque fois que je dis ça, je pense aux jeux vidéo aussi, où on apparaît en premier, en deuxième, en troisième. Ah chouette, je suis premier. Je reçois rien, hein, pour être premier, mais je suis premier, ou je suis deuxième, je suis troisième. Donc alternance des rythmes, compétition. Gagner quelque chose au bout, être meilleur que les autres. L'aspect ludique, surtout on parle beaucoup des serious games, mais il y a plein d'autres façons en fait de créer du ludique, hein. Vous pouvez faire, moi je dis souvent, vous pouvez vous amuser, faire des mots croisés. Des fois j'en fais en salle, je fais des mots croisés sur les principales notions avec mes stagiaires. On peut inventer n'importe quel jeu en fait. Et puis effectivement la vérification régulière des connaissances. Et du coup, avec tout ça, ça fonctionne. Ça bouge, c'est interactif. Pas oublier non plus l'aspect collaboratif, c'est-à-dire oui, il y a moins de contact quand vous êtes notamment dans du blended learning, il y a moins de contact avec le formateur, mais ils ont beaucoup plus de contact entre eux, en fait, à travers des applications collaboratives, à travers des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, ou autre. Voilà. Très bien. Alors, juste un aparté, toutes les questions que vous êtes en train de poser dans le chat, on y reviendra à la fin, là, une fois qu'on aura terminé les 3 dernières questions. Question suivante, Marie-Hélène. Comment cela impacte la posture et la pratique du formateur? Question vraiment importante, qui suit avec celle de est-ce que la digitalisation signifie qu'on n'a plus besoin de formateurs? Ça va répondre à un certain nombre de questions dans le chat, d'ailleurs, je pense. Oui, c'est une vraie question, parce qu'on pourrait se poser la question de notre futur et se dire qu'on va finir par être remplacé par tous ces modules, que finalement on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, hein, puisqu'on nous demande de concevoir les modules de formation, et puis après, finalement, ils tournent tout seuls. Donc après, ça dépend comment on voit les choses, mais on peut se dire bon, moi j'ai plus qu'à aller jouer au golf, ou alors moi je suis devenue inutile. C'est la version à moitié vide ou à moitié pleine. Non, moi je pense que ça change fondamentalement le rôle de l'apprenant. Ça ne supprime pas, mais ça change notre rôle. C'est-à-dire que, mais ça c'est aussi, ça n'est pas que la digitalisation de la formation. Ça a commencé tout simplement avec Internet. À partir du moment où il y a eu Internet, la connaissance, elle est devenue partagée par tous, en fait. La connaissance, vous cherchez des informations sur, mais vraiment n'importe quoi, hein, du fonctionnement d'un sèche-cheveux à un concept hyper compliqué, à tout ce que vous voulez. Vous trouvez ça sur Internet. Ça veut dire que là où dans le temps on avait nous un apport qui était celui d'apporter de la connaissance, eh bien cette plus-value, cette valeur ajoutée, elle est beaucoup moindre pour nous. Ce qu'on est en train de leur enseigner, quelque part ils l'ont lu, quelque part ils peuvent en tout cas le trouver n'importe où. Là où notre rôle devient important, c'est pour les aider à appréhender toute cette matière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement d'informations partout que vous tapez n'importe quelle notion sur Internet et vous avez 3 milliards de réponses. Et là, vous savez plus très bien dans quel sens aller chercher, etc. Donc moi, je pense que notre rôle demain, c'est déjà de leur dire où chercher et quoi chercher. C'est une espèce de rôle d'animateur de la connaissance, en fait. Et ensuite, effectivement, de leur dire quoi chercher, où chercher, dans quel sens chercher,
Si on est sur une formation relativement longue, cet apprentissage, on va le construire comme on le construisait en salle, hein, par strates et dans un ordre, avec une idée effectivement de, il faut d'abord mettre les fondations, puis le premier étage, puis le deuxième étage. Donc, on va organiser cet apprentissage en disant, d'abord, on va se focaliser sur tel type d'information, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous en retenez. Une fois que ça s'est verrouillé, la deuxième série, etc. Donc, on va organiser finalement cette collecte d'informations et on va organiser aussi l'intégration de la connaissance dans l'ordre pour qu'effectivement, à la fin, ils atteignent l'objectif de la formation. On a aussi un rôle d'animateur dans le sens où on doit maintenir la motivation, on doit maintenir le lien avec eux, on doit gérer aussi finalement quelque part les phénomènes de groupe. Alors les phénomènes de groupe sont plus les mêmes que ceux qu'on avait en salle, mais ils existent quand même. Quand vous créez du travail collaboratif, par exemple, eh bien il y a un phénomène de groupe qui se met en place. Et ou même quand vous faites une simple visio, vous avez un phénomène de groupe. Donc voilà, donc je pense que non, loin de là, on ne va pas disparaître, on ne va pas être supprimé, mais notre métier va grandement évoluer. Et puis je ne parle pas aussi de toute la partie conception de modules, où là on nous demande effectivement de concevoir de façon beaucoup plus détaillée, poussée l'apprentissage. Merci Marie-Hélène. Alors, question suivante. Comment mettre en place un travail collaboratif à distance ? Alors, un travail collaboratif à distance, il y a plein d'outils en fait actuellement qui permet effectivement aux groupes d'apprenants ou à plusieurs sous-groupes d'apprenants d'aller sur cette recherche de connaissances et cette acquisition de compétences. Hein. J'ai vu passer les remarques et oui, vous avez tout à fait raison, les connaissances, c'est pas la compétence. Et c'est très intéressant comme remarque. Les connaissances mènent aux compétences, mais encore faut-il vérifier que effectivement les compétences soient là, c'est-à-dire qu'ils sont capables de refaire, de faire et de refaire. Donc voilà, donc du coup, j'ai perdu mon fil. Alors oui, comment mettre en place un travail collaboratif à distance, donc les salles virtuelles, tu en as parlé déjà. Voilà, en utilisant tous ces outils comme Klaxoon, Facebook. Ça peut être un simple échange de ce qu'on appelle des groupes de pairs, par exemple, ou des groupes d'apprentissage. Hein. Ils peuvent aussi s'organiser eux-mêmes en créant leur propre groupe ou en se réunissant eux-mêmes par Zoom et en leur donnant des tâches et des comptes rendus de ces tâches, par exemple. Mais cette approche collaborative, elle est extrêmement importante pour les apprenants parce que c'est finalement ce qui les maintient aussi dans l'action et donc dans la formation. D'ailleurs, peut-être sur Zoom, tu pourrais faire une petite parenthèse qui répondrait à pas mal de questions sur comment animer. Alors, j'ai vu les questions passer, mais la façon dont il est possible de créer des sous-groupes pour faire des démonstrations en petits groupes dans une même formation. Oui. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, ça fait partie des potentialités d'un certain nombre de classes virtuelles. Zoom, donc, en fait partie. Donc, simplement avec un abonnement Zoom payant. Hein. C'est pas très cher. Zoom, c'est 13 € par mois. Donc, vous avez effectivement dans les paramètres du Zoom sur la console, vous avez la possibilité de créer, de mettre, cliquer, de valider, créer des sous-groupes. Et ensuite, sur votre console, vous avez une petite mosaïque qui apparaît. Et là, vous avez les groupes qui peuvent se créer. Donc, soit c'est vous qui choisissez qui est dans les sous-groupes, soit vous laissez faire l'ordinateur de façon aléatoire. Vous lui dites, par exemple, m'est arrivé l'autre jour, j'avais 49 personnes. Eh bien, coupez les 49 personnes en 7 sous-groupes et c'est l'ordinateur qui a décidé. Donc voilà. Et ça fonctionne très bien et les apprenants adorent parce que, parfois, il faut bien le dire, hein, quand on est sur un outil comme ça, là, aujourd'hui, on n'avait pas trop de choix parce que vous êtes 122, là, encore. Mais ne serait-ce que 15, l'interaction est plus difficile qu'en salle. Il faut que chacun remette son micro parce qu'on est obligé de faire couper les micros. Il faut que chacun remette son micro pour parler, voilà. Donc du coup, dès qu'on les met en sous-groupe, en fait, on les met en mise en situation, on leur fait faire un exercice. Là, ils sont 3-4 et là, ils peuvent ouvrir leur micro, échanger, et voilà. Et ça donne beaucoup plus d'interactivité. Très bien. Alors, Véronique me coupe l'herbe sur le pied pour la dernière question. Beaucoup attendent. Quelle plateforme choisir pour placer le contenu digital, les vidéos, le contenu interactif ? Est-ce que tu as des recommandations, Marie-Hélène, à faire ? Alors, je dirais que c'est un peu comme quand vous allez acheter une voiture.
La première question qu'il faut se poser, c'est de quoi avez-vous besoin? On n'achète pas la même voiture si on a 20 ans célibataire, si on en a 35 avec une famille de 3 ou 4 enfants, ou après quand on en a 50 et 60 et qu'on a du mal à s'extraire de la voiture de sport parce qu'elle est très basse. Donc là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut effectivement choisir ce dont vous avez besoin. Donc vous avez des solutions qu'on appelle en open source, hein, qui fonctionnent plutôt bien. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand on prend de l'open source, souvent, il va falloir l'héberger. C'est comme un site internet, en fait, hein. Il va falloir l'héberger, il va falloir quelqu'un pour le maintenir cet hébergement, éventuellement intervenir s'il y a des petits soucis techniques. Donc là, ça peut avoir un coût relativement important, bien qu'au départ, ce soit de l'open source. Ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est que le gratuit, c'est pas forcément le moins cher. Donc toute cette logistique, en fait, elle peut être relativement lourde. Justement, si vous avez admettons une dizaine d'apprenants dans l'année, ça fait le coût d'un informaticien. Après, bon, faut voir les problèmes techniques qu'on n'a pas, etc. Mais si vous n'êtes pas vous-même informaticien, finalement, ça peut revenir relativement cher. Il peut y avoir des solutions. Bon, moi, j'ai longtemps travaillé avec une société qui s'appelle Agora, par exemple. Là, en fait, j'ai rien à installer, c'est-à-dire le logiciel, il est chez eux. C'est ce qu'on appelle du mode SaaS, et ils me facturent en gros à l'apprenant, et ça revenait franchement pas très cher. Le gros avantage, c'est que c'est eux qui maintiennent le serveur, ils maintiennent les données. Et j'ai aussi pu bénéficier comme ça d'un bon accompagnement pour mettre mes modules en ligne. Parce qu'une fois que les modules sont créés, il y a encore une difficulté, c'est d'aller les mettre en ligne, de les organiser correctement, de faire en sorte que, donc ça s'appelle une session de formation en général, cette session de formation, donc qu'elle soit dans l'ordre, par exemple qu'elle s'ouvre semaine 1, la première partie, semaine 2, la deuxième partie, etc. Tout ça, c'est quand même très technique. Et après, il suffira en fait de dupliquer en fait cette session dès que vous ouvrez une nouvelle session de formation, faire en sorte que les apprenants puissent la rejoindre, voir les contenus, etc. Donc c'est un peu technique tout ça, et moi j'avais privilégié dans un premier temps effectivement un abonnement qui était de l'ordre de 60 ou 70 euros par mois, avec un nombre quasi illimité d'apprenants. Enfin, en tout cas, il y en avait beaucoup, possible plusieurs centaines. Et du coup, en plus, une assistance pour ce prix-là quand j'avais des problèmes techniques. Moi, ça m'avait semblé être vraiment un bon investissement et finalement pas très cher, autour de 60 euros par mois. Donc, moi, ce que je vous invite à faire avant de faire un choix de plateforme, c'est d'abord de mettre en place votre projet, ou au moins de l'écrire, hein, comme on dit en gestion de projet, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que je veux faire, quelles sont les formations que je veux digitaliser, ça c'est la première question. Est-ce que je vais digitaliser toutes mes formations, ou seulement une partie maintenant, une partie après? Ou est-ce que je veux garder aussi pour certaines formations, par exemple, de la salle? Ensuite, revoir, donc pour les formations sélectionnées, les rubans pédagogiques, et ensuite commencer à construire vos modules. Et pour moi, c'est qu'à ce moment-là qu'on commence à se préoccuper de la plateforme d'arrivée, qui est en fait une espèce de... C'est un peu comme une Dropbox améliorée, si vous voulez, c'est un peu amélioré quand même, hein, ou un Google Drive, ou voilà, c'est une espèce de coffre-fort où on met tous nos modules et où ils sont distribués et mis à disposition. Mais ça ne nous aide pas à faire les modules, ça ne nous aide pas à refaire les rubans pédagogiques, ça n'aide en rien en fait. C'est juste un endroit où on met à disposition nos contenus de formation. Voilà. C'est un peu comme un site internet sur lequel vous mettez à disposition vos blogs, vos contenus, etc. C'est le côté technique. Pour moi, il faut vraiment veiller à prendre, moi, ce que j'appelle le problème dans le bon sens. C'est vrai que, par exemple, quand on construit un site internet, à un moment donné, on se pose la question du langage, mais c'est souvent aussi la première question qu'on aurait tendance à se poser. Se dire, je le fais en WordPress ou en autre technologie. Alors qu'en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'il doit faire ce site internet? Est-ce qu'il y a un panier? Est-ce qu'il n'y a pas de panier? Est-ce que c'est juste de la présentation? Comment est-ce que je vais faire son référencement? Enfin, vous voyez, il y a plein de questions à se poser. Et en fonction de ça, on choisit justement le logiciel avec lequel on va le créer, ou le langage. Parce qu'il y a certains langages qui sont meilleurs pour le référencement, d'autres, évidemment, si vous avez un site de commerce, c'est mieux de le développer sous tel autre langage. Et même le choix de l'hébergeur, d'ailleurs, peut être dépendant de tout ça. Donc moi, ma recommandation, c'est de bien élaborer d'abord votre cahier des charges et puis de vous préoccuper de la plateforme
C'est la dernière chose, en fait. Très bien. Merci Marie-Hélène. Alors j'ai publié un sondage pendant que tu nous expliquais tout ça. La question était, avez-vous déjà choisi une plateforme? Donc on a 84% qui ne l'ont pas choisi et 15% qui l'ont fait. N'hésitez pas à continuer à répondre à ce sondage et pourquoi pas nous partager aussi les plateformes que vous avez choisies. Vous pouvez très bien, je vois Khaled qui nous en parlait dans le chat, vous pouvez nous partager ça. Et puis on va répondre en même temps, on va reprendre les questions qui ont été nombreuses dans le chat. Je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à tout. Il nous reste 12-13 minutes. Alors, je vais la reprendre dans l'ordre des dernières posées. Alors, Marie-Hélène, vous avez parlé d'une formation pour les rubans pédagogiques. Combien de temps, qui, pourquoi? Oui. Est-ce que ça te parle? Alors, est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Ah oui, pardon. Vous avez parlé d'une formation pour les rubans pédagogiques. Oui. Que tu as suivi. Et... Oui. Oui. Je me souviens plus comme ça de l'organisme de formation. Je sais que maintenant on est capable de faire effectivement ce type de formation. Surtout, dites-nous si vous êtes intéressés, parce que je rappelle, je crois qu'il restait encore une question dans le sondage, JB, sur vos besoins en fait. Il y a un sondage que je vais envoyer tout de suite. Voilà, aidez-nous peut-être à répondre à vos besoins. Donc, si vous éprouvez des besoins effectivement sur le ruban pédagogique, je vous invite à nous en faire part. On peut soit se former, soit effectivement mettre à votre disposition un consultant qui fera les premiers rubans pédagogiques avec vous, et après s'il y en a plein d'autres à faire, voilà. En fait, nous, tel qu'on le voit là actuellement, ce serait dans la façon de digitaliser, soit on confie tout à l'extérieur, donc on ne savait pas trop quoi vous proposer en fait. Et on hésitait entre plusieurs façons de proposer. Soit effectivement, vous nous confiez la totalité de votre formation, vous nous dites: «Bon, on a ça comme formation, débrouillez-vous avec et nous on conçoit et le ruban pédagogique et les modules», bien sûr en collaboration avec vos formateurs. Soit, j'aurais tendance à dire là, c'est pour des organismes de taille un peu plus importante, vous avez déjà des ressources internes, et là, on met à votre disposition et un consultant sur le ruban pédagogique pour travailler avec votre responsable pédagogique, au moins sur les premiers modules. Une fois qu'il a attrapé le coup, je pense qu'il est capable de le refaire sans aucun problème. Et puis on met à votre disposition, quelqu'un qui fait de la conception, de modules, e-learning. Donc on appelle un concepteur e-learning, qui va vous aider à faire vos modules. Parce qu'encore une fois, oui, on a la ressource, mais le problème, c'est que les formateurs, s'ils sont en train de faire ça, ils ne sont pas en salle. Après, moi, ce que je vous recommande en tout dernier lieu, c'est si vraiment, vous en avez beaucoup, ça va être presque d'internaliser cette ressource de concepteur e-learning. Mais ça ne vous donnera pas les rubans pédagogiques. Pour ça, il y aura toujours besoin, effectivement, d'aller à l'extérieur. Est-ce que tu as d'autres questions, JP? Il y en a beaucoup. Alors, je vais les sélectionner. Alors, où se former? Oh là là là, si ça manque de moyens. Non, alors pouvez-vous nous conseiller des applis, des logiciels? Comment protéger les contenus? Oui, comment protéger les contenus, Marie-Hélène? Comment les contenus mis en ligne? C'est une question de Christophe. Ça pose question, tout comme nos books posaient question. Merci Christophe pour la question. Mais alors celle-là, oui, la connaissance, elle devient universelle. Donc tout ce qu'on met en place, effectivement, on sait que ça peut être utilisé, réutilisé. Je pense que ce qui fera la valeur en fait de votre formation, c'est la façon dont vous animez les intersessions, dont vous mettez vos apprenants sur les outils collaboratifs et vous travaillez avec eux sur les outils collaboratifs. Pour moi, ce qui va faire la valeur ajoutée de ces formations-là, c'est votre capacité d'animateur d'apprentissage, entre guillemets, sans qu'animateur fasse géo du Club Med. Très bien. Une question de Jordan. Quels seraient les points de vigilance et contraintes liés à la digitalisation des formations en alternance? Alors, je ne connais pas forcément super bien le cadre légal, donc je vous invite à vous reporter à d'autres connaissances à d'autres personnes ou d'autres sources d'informations pour le cadre légal.
Mais je ne vois pas effectivement pourquoi on ne pourrait pas effectivement faire une partie de l'apprentissage en alternance via du e-learning. Après, la difficulté, c'est peut-être de travailler avec des jeunes et de bien vérifier qu'ils sont derrière leur écran, mais ça, c'est un autre problème. Une autre question de Véronique, lorsque tu parlais des heures de formation virtuelle, que nous faisions donc à MHD 7 heures de classe virtuelle en concordance avec les ex-7 heures en présentiel. Est-ce que tu peux peut-être préciser ce que je pense? En fait, dans l'urgence, je dirais, bon, vous l'entendez, hein, ça fait un petit moment qu'on travaille à la digitalisation, qu'on a créé maintenant des programmes presque tout en e-learning avec des points avec les formateurs, etc. Mais par contre, on s'est quand même retrouvé dans l'urgence, en fait, ce fameux 13 mars ou 16 mars, comme vous voulez. Et donc, on s'est retrouvé à transposer et à dire, bon, ok, là, on peut plus le faire en salle, donc on va le faire à distance. Donc, c'est 9h, 17h. Et donc, on a transposé effectivement nos 7 heures de face à face en salle, en 7 heures de face à face en classe virtuelle, pour s'apercevoir d'ailleurs qu'il fallait très vite s'apercevoir qu'il fallait qu'on change des rythmes, qu'on change des choses, que certains exercices qui marchaient très bien en salle ne fonctionnaient pas, qu'il fallait les faire différemment, etc. Donc voilà, et là, ça fait bientôt 6 semaines que toutes les semaines, on réinvente nos contenus, parce qu'avec 30 formations, on a vu passer peut-être 10 ou 15 formations différentes sur ces 6 semaines, et qu'à chaque fois, il a fallu qu'on réinvente le ruban pédagogique, en général le week-end pour la semaine d'après. Mais ça reste 7 heures en salle, deviennent 7 heures en face à face avec des pauses, une pause déjeuner. Enfin, voilà. On commence à la même heure, on finit à la même heure. Sophie pose la question de est-ce que 7 heures de classe virtuelle n'est pas trop long pour les apprenants? Oui, je sais, ça peut faire peur. Bon, je pense honnêtement qu'ils ont accepté actuellement parce qu'ils n'avaient pas trop de choix, parce qu'ils étaient confinés aussi. Nous aussi, on a eu peur. Hein. Moi, honnêtement, le premier matin que je devais animer comme ça 7 heures toute une journée, je me suis dit, je vais jamais tenir le coup. Ça va pas être possible. Et en fait, ça passe très bien. Et le retour des apprenants, c'est que ils n'ont pas vu passer la journée. En fait, ils s'attendaient à ce que ce soit difficile, long, etc. Et en fait, ils n'ont pas vu passer la journée. Moi, dans une période normale, entre guillemets, hors confinement, je recommanderais par quelques heures. Mais pourquoi pas une demi-journée, en tout cas sans problème. Une demi-journée, ça passe franchement très vite. Pour peu qu'on alterne. Je reprends, excusez-moi. Christophe qui a l'air d'avoir de l'expérience, qui dit effectivement, moi je fais pas plus de 3 heures, mais en tout cas avec des séquences de 45 minutes, c'est la même règle hein, pour une journée complète. J'ai pas trop développé la notion de coaching à distance. Les coachs, ils ont fait comme les formateurs, en fait. Ils se sont habitués au coaching à distance. On a même vu se développer de la thérapie à distance. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais ce sont le temps qui évolue. Enfin, voilà, c'est la façon de travailler. En entreprise, déjà, par exemple, sur le coaching, mais ça va être la même chose sur la formation. On nous demande déjà depuis plusieurs années, en fait, moi, quand j'ai des coachings en province avec des entreprises, on me dit arrêtez de vous déplacer, faites-le à distance. Donc après, je pense qu'on peut avoir nos propres croyances et nos propres freins. Moi-même, je suis pas forcément la plus fan du monde de la formation en classe virtuelle. Hein. J'adore avoir mes apprenants en salle, etc. Et après, je sais aussi la nécessité qu'il y a à s'adapter à ce qui change. Donc voilà, on est dans un monde qui change, qui a sans doute pris en l'espace de 2 mois avancé de quelques années dans tout ce à distance. J'écoutais l'autre jour un spécialiste d'études, on va dire, de la société, d'évolution de la société, un sociologue en fait, ça y est, le nom me revient, qui disait que très probablement on allait maintenant vers un monde à distance, c'est-à-dire qu'on se fait tout livrer, on sort de moins en moins de chez nous et finalement c'est un peu ce que la crise nous a montré. Et en plus, ça nous a montré que c'était possible. Donc, à mon avis, on a fait un bond de 5 à 10 ans. Voilà. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas. La question, c'est qu'on s'adapte. Ça revient à la question de Frédéric. Avant le confinement, j'avais beaucoup de difficultés à mobiliser sur le e-learning. Est-ce que ça a changé? Oui, énormément.
énormément. En tout cas, tous les apprenants qu'on a pu amener. Moi, j'en suis même arrivée à un moment donné, j'avais tellement de résistance chez les apprenants à dire, bon, écoutez, vous venez faire une journée, à la fin, je vous rembourse si ça vous va pas. Pour éviter des heures de discussion sur c'est peut-être moins bien, c'est peut-être ceci, voilà. Donc, bon, ben, venez, de toute façon, vous êtes inscrits, on l'a transposé en salle virtuelle. Venez, faites une journée et si vraiment ça vous plaît pas à la fin de la journée, je vous rembourse. Je crois qu'on a passé 150 apprenants à peu près en 6 semaines, on a remboursé personne. C'est un beau mot. Écoutez, on arrive sur la fin de la webconférence. Je vous propose donc de clôturer cet événement donc par une dernière question pour toi, Marie-Hélène, peut-être pour fermer et ouvrir aussi. Quel conseil pour démarrer pourrais-tu partager avec l'ensemble des gens qui nous écoutent? Et je vais mettre, en attendant que Marie-Hélène nous réponde, je vais aussi vous proposer dans la fenêtre de chat, si cela vous intéresse, un rendez-vous stratégique offert avec l'un des consultants pour discuter justement de toutes ces questions. Voilà, et répondre à vos besoins. Moi, je voulais d'abord vous remercier parce que cet échange qu'on a pu avoir avec vous va nous aider justement à concevoir une offre chez Formité pour vous accompagner effectivement dans ce nouveau challenge. Et peut-être que vous l'avez entendu, mais je le rappelle, pour moi, le challenge, il s'accélère. C'est-à-dire que là où on pouvait se dire, bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, et du coup, ce sont les consignes que je vais donner à mes collaborateurs. Là où on pouvait se dire, on a un peu de temps, pour moi, on n'a plus de temps. Parce que demain, sur le marché, il y a aussi cette réalité-là, hein. Demain, sur le marché, il y aura surtout beaucoup de formations à distance. Et que pour moi, c'est un virage qu'il ne faut pas louper. Donc ça fait 20 ans que je mène ma société maintenant, et en général, j'ai coutume d'être toujours un peu en avance en fait, par rapport à ce qui va se faire, ou tout juste dans le temps. Parfois trop en avance, donc du coup ça marche pas d'ailleurs. Mais voilà, donc là, ce que je vois arriver, moi, dans mon côté entre guillemets un peu visionnaire, c'est qu'effectivement demain il faudra être du marché de la formation à distance. Et là où on se disait qu'on peut encore avoir un peu de temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans. Pour moi, maintenant, comme on dit, parfois, il y a le feu au lac. Donc, pour moi, ça devient urgent et important. Et les recommandations, vraiment, je pense que je les ai faites un petit peu tout au long, mais c'est de surtout pas vous focaliser sur la plateforme. Honnêtement, moi, j'ai utilisé plusieurs plateformes. Je pense que c'est ma 4e plateforme, finalement, pour m'apercevoir que ça n'a pas tant d'importance que ça, du moment qu'elle répond à mon cahier des charges. Mais que le plus important, c'est de concevoir quelque chose où les apprenants ne décrochent pas et où les compétences sont transmises effectivement à la fin de la formation et sont bien présentes. Et voilà. Et donc un grand merci d'avoir assisté à ce webinaire, et je vous invite juste avant de partir à nous faire un petit coucou, à nous dire peut-être ce que vous avez pensé de ce webinaire, de façon à nous aider à nous améliorer. Et puis je crois que JB, tu as mis effectivement en ligne la possibilité de s'inscrire pour un rendez-vous. Oui, normalement elle doit s'inscrire, hein, vous pouvez nous le confirmer. Mais il semble qu'elle soit bien visible. Le replay va vous être envoyé à la suite dans les quelques heures à venir. Voilà, tant qu'il soit mobilisé. Merci à tous, merci Marie-Hélène pour ce temps d'échange qui semble être instructif. Hein, beaucoup de merci, de bravo, très instructif. D'accord. Des informations très intéressantes. Ça a été un plaisir de passer cette heure avec vous. Et j'espère vous retrouver bientôt pour peut-être d'autres thèmes, ou des compléments sur ce thème, pourquoi pas. N'hésitez pas à nous en faire part aussi dans le petit formulaire que vous voyez passer ou dans le chat. Merci beaucoup. À bientôt. Et désolé pour ceux qui n'ont pas eu de réponse. On a dû évidemment gérer le temps. Hein, on a beaucoup de questions. Pour ça, n'hésitez pas à utiliser le formulaire pour poser aussi des questions, ou à prendre rendez-vous justement, comme le proposait JB, avec l'un de nos ingénieurs en digital, pour qu'il puisse répondre et passer un peu plus de temps avec vous pour répondre justement à vos questions. À bientôt.